Et c'est un exercice difficile de réagir à Jim. D'abord, je voulais vous remercier de m'inviter, et puis pas simplement en termes d'Association française de sciences politiques, mais plutôt en tant que chercheuse, travaillant sur les mouvements sociaux depuis plus de 20 ans avec Olivier Filleul, puisque c'est ensemble qu'on avait fondé le GERM, le groupe d'études et de recherche sur les mutations du militantisme, mais qu'en hommage à tes travaux, on avait appelé au début, pas seulement, enfin d'autres, militantisme moral. Donc c'est quelque chose qui renvoie. Alors, s'il y a quelqu'un qui pouvait bien parler du rôle de l'émotion dans un mouvement social, c'est bien toi, puisque d'une certaine manière, tu incarnes le tournant culturel américain qui a réagi contre les structuralistes, contre le courant de la mobilisation des ressources, qui lui-même était une réaction contre une approche irrationnelle, émotionnelle, éruptive des mouvements sociaux. Donc, passionate politics, c'est vraiment tout à fait ça. Et donc c'est très difficile de te critiquer parce que je suis d'accord. Au fond, les émotions jouent un rôle fondamental dans l'action politique, quelle qu'elle soit protestataire ou non protestataire. On oppose à tort la raison et l'émotion. Et dans un autre domaine qui est mien, qui est celui de la sociologie électorale, c'est exactement la même chose. À ceux qui raisonnent en termes de choix rationnels, quelqu'un comme George Marcus, qui a fait un très joli livre, c'est pas le passionné, c'est le citoyen sentimental qui a été traduit, et il montre, lui il est plutôt psychologue politique, mais il s'est amusé à montrer que les électeurs et les électrices les plus rationnels sont ceux qui ont peur. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, la peur ne jette pas nécessairement dans les bras d'un leader populiste. La peur oblige à rompre avec nos habitudes. Et donc, en termes électoraux, à aller chercher, à comparer les différents programmes des candidats. Autrement dit, paradoxalement, mais il est exactement sur cette même ligne, l'émotion permet un meilleur usage de notre raison. Donc, c'est difficile de te critiquer. Donc, je vais plutôt me poser plein de questions. Parce que là, à partir de tout ce que tu viens de dire sur les révolutions, sur le printemps arabe, ça donne plein d'idées. Et sur la manière dont on peut expliquer le printemps arabe, parce que sur les émotions et leur rôle, on est tout à fait d'accord. Alors la première question, peut-être, ça serait, si tu mets les émotions au cœur de ton explication, jusqu'où vas-tu ? Parce que si tu prends quelqu'un comme George Marcus, il est très inspiré neurosciences. Alors, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Les neurosciences, lui, il nous parle des deux systèmes émotionnels, le système des dispositions, qui fait qu'on fonctionne la plupart du temps sur le mode non conscient, et puis le système d'alerte, de surveillance. Bon, est-ce que tu pousses ça jusque-là ? Ou est-ce que tu retiens juste une typologie des émotions sans aller dans les neurosciences ? Ensuite, travailler au niveau des acteurs et de leurs émotions, est-ce que ça suffit à expliquer le déclenchement d'un mouvement social ou le déclenchement d'une révolution ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer d'articuler les deux ? Est-ce qu'au fond, on ne peut pas se servir quelque part encore, en plus des micro-fondations et en plus des émotions, de ce que nous apprend une approche structurelle et de ce que nous apprend le courant de la mobilisation des ressources, qui est celui contre lequel tu t'es posé. Si on prend par exemple le cas tunisien, le suicide, enfin l'immolation par le feu de Mohamed Bouzizi, c'est l'étincelle, si je puis dire, de quelque chose qui est déjà là. Ils ne sont pas sortis comme ça tout d'un coup dans la rue. Ça faisait longtemps que couvaient des protestations. Ça faisait longtemps déjà qu'il y avait des organisations, pour prendre le langage mobilisation des ressources. Il y avait des syndicats qui avaient déjà violemment protesté, qui avaient été non moins violemment réprimés. Il y avait des réseaux, il y avait des ONG, il y avait des associations de femmes en particulier. Il y avait des lieux de sociabilité, notamment à la mosquée, des lieux de rencontre, où dans un régime le plus autoritaire qui soit, on arrive quand même à se retrouver et à parler. Donc, au fond, est-ce qu'il ne faut pas réintroduire dans le modèle les organisations de la mobilisation des ressources et de McCarthy et Zald. Et je pense à un auteur français qui est Christophe Treiny, qui a beaucoup travaillé sur les organisations et les émotions, et qui montre que les organisations sont les premières à canaliser les émotions avec des dispositifs de sensibilisation. C'est penser les couleurs, les drapeaux, les chants, les mots d'ordre. Donc est-ce qu'on ne peut pas réconcilier les deux plutôt que de les opposer ? Ensuite, maintenant, si on prend les structures sociodémographiques, il me semble que les trois pays que tu as cités sont radicalement différents sur le plan sociodémographique, même s'ils ont en commun d'avoir en face un tyran, entre guillemets. Mais est-ce qu'il ne faut pas tenir compte, là, de la démographie de ces pays, de la structure d'âge, du fait qu'un pays comme la Tunisie, un quart de la population a moins de 15 ans, et de jeunesse où, justement, depuis quelques années, on fait des études. On a des diplômes universitaires et à la sortie, il n'y a rien. À la limite, c'est plus facile de faire des petits boulots
que de trouver un boulot qui corresponde à son niveau de diplôme. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de ça aussi? Ce qui m'amène à quelque chose, vous allez tous hurler, mais qui est le fameux modèle de Davis et de la courbe en J. Tu as parlé de frustration tout à l'heure, lui il parlait, et peut-être Gur l'a repris, de frustration relative, avec l'idée que Marx déjà, quand il expliquait qu'il y a un monsieur qui avait une petite maison qu'il adorait, le jour où quelqu'un est venu construire une grosse maison à côté, c'est là qu'il a commencé à être mécontent. Donc si on prend la courbe en J, il y a l'idée que la révolte n'éclate pas au moment où la situation est la pire, elle éclate au moment où la situation commence à s'améliorer, où il y a une lueur d'espoir, ce que disait Tocqueville déjà de la Révolution française. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on observe dans un pays comme la Tunisie? Si on prend la courbe du chômage, rien à voir le chômage au moment où ça a explosé avec le chômage qu'on avait dans les années 89-93, par exemple. Le taux de scolarisation était en plein essor. Le taux de travail des femmes en plein essor. Donc, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le cas d'une très jolie courbe en J? C'est-à-dire, il y a un moment où ça va mieux et justement ça devient insupportable de ne pas avoir les demandes auxquelles on a le sentiment d'avoir légitimement droit, les demandes satisfaites. Et puis, sinon, la structure des opportunités politiques. Alors, si Olivier Filleul était là, il s'amuserait beaucoup. Il a écrit un superbe papier qui est le requiem pour la notion de structure des opportunités politiques. C'est parfaitement tautologique, souvent, comme raisonnement. Oui, ça marche bien parce que l'État offre des facilités, d'accord, mais ça ne suffit pas et on peut créer ses propres structures d'opportunités politiques. Mais on peut comprendre le terme de différentes manières. Et derrière la notion de structure des opportunités politiques, il y a aussi celle d'institution. Et il y a des institutions très différentes dans les trois pays dont tu as parlé. La police, le système, le type de pouvoir, le statut des femmes. Je veux dire, la Tunisie, c'est le pays des trois que tu as cités, où de très loin la situation des femmes est la pire. On n'est pas comme au Maroc, où là une jeune fille vient de se tuer, justement, parce que la loi permettait, l'article 475, permettait que, en toute légalité, on l'oblige à épouser son violeur. Donc, connaître les institutions, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est fondamental? Le cadre dans lequel, ensuite, les émotions vont jouer concrètement pour savoir comment ça se passe. Donc ça serait un point. Et d'ailleurs, c'est quoi le printemps arabe? Parce que c'est très joli comme expression. La révolution du jasmin, le printemps arabe. Mais c'est quoi? C'est une série de mouvements sociaux? C'est une révolution? C'est un soulèvement? C'est la même chose dans les trois pays? Je n'en suis pas sûre. Donc ça nous obligerait peut-être à comparer un peu plus précisément cette superbe métaphore du printemps arabe selon les cadres. Et enfin, une dernière chose, on a beaucoup parlé dans la presse d'Internet, alors bien sûr c'est la tarte à la crème, mais est-ce que aussi ces nouvelles technologies, qui n'expliquent évidemment pas tout, mais qui sont un moyen commode pour faire aller les gens ensemble, est-ce que ça n'a pas joué un rôle particulier dans ces trois moments révolutionnaires, entre guillemets? Et je terminerai sur le côté amusant de la différence qu'on a d'aborder les mouvements sociaux des deux côtés de l'Atlantique. Parce que toi, du côté américain, tu nous dis, au fond, on en avait ras-le-bol des structuralistes, on en avait ras-le-bol des approches quantitatives. Tilly était quelqu'un de formidable, mais c'était quanti-quanti. Si Sidney Tarot était là, ça serait une réaction saine contre ça, qui est d'ailleurs commencée depuis très longtemps, parce que les féministes ont commencé bien avant tout le monde. Verta Taylor, et ça fait longtemps qu'elle nous explique que assez du structuralisme, faisons de la microsociologie et allons redécouvrir les émotions. Mais en France, je dirais que ce n'est pas notre problème. Quand on regarde avec Olivier les travaux, ils sont tous micros. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de quanti. Nous, à la limite, on pourrait s'aérer un peu et aller chercher un peu plus de quanti. Et il y a un très joli papier là de Johanna Siméon et Frédéric Savicki dans Sociologie du travail 2009 qui nous explique qu'il serait peut-être temps de décloisonner la sociologie de l'engagement militant. Donc ça serait bien que des deux côtés de l'Atlantique, on arrive à se rejoindre. Voilà. Et je crois que c'est tout.